Bonjour mes chers collègues, bonjour à tous. Sébastien Leroy, maire de Mandelieu. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors, on va vérifier que le son marche bien pour tout le monde, parce qu'apparemment, je vois qu'il y a des petites difficultés dans les messages qui défilent. Donc, est-ce que vous m'entendez? Parfait, très bien. Eh bien, écoutez, bienvenue. Merci à tous pour votre présence. Donc, je salue tous ceux qui sont, comme moi, en vidéo et ceux qui sont en présentiel. Bravo. Alors, je vous félicite, surtout en cette journée où le transport est un défi ultime. Donc, votre abnégation et votre volonté de participer à cette manifestation est importante. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des obligations légales de débroussaillement. Vous savez, dans le cadre de sa politique de développement de la relation avec les élus, l'AMF, son président David Lisnard, a tenu à instituer un groupe de travail sur les risques majeurs que je co-préside avec Eric Menassi, qui est le vaillant maire de Trèbes, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Et on a voulu vraiment vous sensibiliser sur ce point qui est extrêmement vital pour les élus. Alors aujourd'hui, je tiens à remercier pour leur participation à mes côtés pour échanger avec vous la Fédération nationale des communes forestières, qui va prendre la parole tout après avec Françoise Alric, les ministères qui sont le ministère de la Transition écologique, de l'Agriculture et de l'Intérieur, que je remercie aussi pour leur participation. Je salue les représentants de la DGPR qui sont là. Alors pourquoi faire ce point essentiel sur les OLD? Eh bien tout simplement, mes chers collègues, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, nous sommes dans une situation qui est extrêmement difficile au niveau de la sécheresse et donc de l'état de la végétation et de l'exposition au risque incendie va être très forte. Et nous avons aussi un autre problème, c'est que le maire, l'élu, est au centre de l'obligation légale de débroussaillement, qui est une procédure qui est extrêmement compliquée, qui est extrêmement lourde, et l'AMF, là-dessus, est aujourd'hui en discussion, notamment avec la DGPR et les parlementaires, pour essayer de la simplifier. Mais elle est vitale. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en tant qu'élu, vous êtes premier responsable de son application. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons être sur toute la France, comme nous l'avons vu l'année dernière, extrêmement exposés au risque incendie. Ils vont pouvoir se déclarer à n'importe quel moment. Vous l'avez sûrement constaté dans les actualités, dans les Alpes-Maritimes où je me trouve. Il y a quelques jours, 50 hectares ont brûlé et les Canadaires ont dû intervenir pour y mettre un terme. On est au mois de mars, donc je vous laisse imaginer comment on va se retrouver dans quelques mois. Mais si jamais demain, il y a un constat que des incendies se déclarent et qu'il y a des dégâts et que les obligations de débroussaillement n'ont pas été effectuées par les élus, ben vous serez pénalement responsable. Donc c'est pour ça que je tiens à vous y sensibiliser sur l'importance vitale, encore une fois, de cette procédure. On reviendra sur sa complexité. Nous allons avoir le témoignage de plusieurs élus de terrain. Et ensuite, nous passons à une séance de questions-réponses. Je vous invite à participer massivement pour qu'on puisse développer tous les points. Donc, vous le savez, aujourd'hui, sur l'échelle du territoire de toutes les communes, toutes les situations sont très particulières, à la fois par la configuration du territoire, qu'il y ait ou pas des massifs forestiers, et ensuite qu'on est dans le contexte général de présentation, eh bien, la prise en compte un peu de toutes ces spécificités. Voilà, donc je passe sans plus attendre la parole à Françoise Alric pour la Fédération nationale des communes forestières. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite des interventions. Merci à vous. Bonjour, mesdames et messieurs les élus, bonjour à tous. Donc, Françoise Alric, directrice adjointe de la Fédération nationale des communes forestières. Je rappelle en préambule que les communes forestières sont historiquement confrontées aux feux de forêt, essentiellement bien sûr dans le sud de notre pays et dans l'ouest, mais on voit tous les jours ce périmètre s'étendre. Ainsi, notre fédération a pris à bras-le-corps cette thématique depuis pas mal d'années et nous avons construit, testé des outils, des formations pour accompagner les élus sur les territoires et pour mettre en sécurité leur population et leur territoire, bien entendu. Pourquoi pouvons-nous agir de cette manière? Parce que nous sommes organisés en réseau avec des associations départementales et des unions régionales sur la quasi-totalité du territoire et nous sommes présents sur le terrain. Ainsi, actuellement, et avec le soutien du ministère de l'Agriculture, nous vous proposons dans les 32 départements que je qualifierais de zones rouges, des réunions sur la question des obligations légales de débroussaillement.
avec une partie de terrain systématiquement. Nous intervenons dans les conseils communautaires. Nous testons cette année dans un département de région Sud et un département d'Occitanie une cellule d'accompagnement des élus qui pourra répondre au quotidien à toutes vos questions. Dans les autres départements dans lesquels des massifs sont classés en zone sensible sous arrêté préfectoral, vous le savez, nous allons aussi venir à votre rencontre et organiser des réunions de terrain. Et d'ailleurs, je pense que à la fois dans le chat et en fin de réunion, vous aurez une liste de contacts vers lesquels vous pourrez vous tourner. C'est donc pour toutes ces raisons que nous accompagnons cette campagne gouvernementale sur la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement, en participant activement à ce webinaire et en nourrissant la foire aux questions auxquelles vous aurez également accès. Et avant de laisser la parole aux représentants des différents ministères, je voudrais bien entendu remercier Cédric Clément, le maire de Lirac dans le Gard, qui est également le président des communes forestières de ce département et qui participe au groupe risque de la fédération, puisqu'il va dans quelques instants et dans le déroulé vous présenter ce qu'il met en œuvre dans sa commune et en particulier les outils que notre réseau a mis à sa disposition. Et je remercie également Grégory Cornillac, mon collègue de la région Sud, qui est expert des FCI dans notre réseau et qui pourra répondre à vos questions. Voilà, bonne réunion et merci de votre écoute. Merci beaucoup, ma chère Françoise. Encore merci pour ta présence aujourd'hui. Et sans plus attendre, eh bien, je vais passer la parole au représentant de la DGPR, que je salue, Donne Lacorte, avec qui nous avons d'ailleurs échangé sur différents sujets, notamment sur les inondations. Donc, merci pour son intervention. Et sans plus attendre, eh bien, que vous savez, la Direction générale de la prévention des risques a un rôle essentiel dans cette situation. Donc, nous avons hâte de l'entendre. Merci, monsieur le maire, mesdames et messieurs les maires. Bonjour à tous. Alors, Johan Lacorte, adjoint à la chef du service des risques naturels et hydrauliques à la Direction générale de la prévention des risques au ministère de l'Écologie. Alors, évidemment, la parole de l'État aujourd'hui est une parole composée de plusieurs paroles, avec des représentants du ministère de l'Agriculture qui intervient beaucoup sur les questions, évidemment, de protection de la forêt et les enjeux liés aux obligations légales de débroussaillement. Des représentants du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, avec notamment des représentants de la Direction générale de la sécurité, de la gestion des crises et de la sécurité civile, et également des représentants du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Voilà. Sans plus tarder, je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet avec tout d'abord un regard sur le contexte dans lequel nous inscrivons et le contexte de l'année 2022. La France a été frappée, vous l'avez tous en mémoire, par des incendies tout à fait exceptionnels. 72 000 hectares de forêt et de végétation ont été brûlés, 10 000 hectares de végétation, c'est pas complètement anodin, ça montre bien que les deux types d'occupation du sol sont concernés et on a connu plus de près de 10 300 feux pour certains simultanés. L'Espagne également a été le pays européen le plus affecté avec 300 000 hectares brûlés, ce qui est très significativement au-dessus de la moyenne observée sur les dernières années. Et en 2022, à l'échelle internationale, les États-Unis et le Canada sont plutôt dans les moyennes des 10 dernières années. L'Australie a été épargnée en 2022, mais les années récentes, en revanche, ont montré ce que certains appellent des méga-feux, aussi bien en Australie qu'aux États-Unis. Donc une situation voilà, qui commence à devenir préoccupante et en tout cas qui traduit de manière visible les effets du changement climatique. Vous avez sur la diapositive qui est à l'écran une carte une carte de France avec les principales zones qui ont été touchées en 2022. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que une grande partie du territoire hexagonal est concernée et pas uniquement le pourtour méditerranéen ou la Nouvelle-Aquitaine. Et en réalité, en 2022, la surface brûlée est plus importante dans le nord de l'Hexagone que sur la partie sud de l'Hexagone, ce qui est tout à fait atypique et qui préfigure très vraisemblablement ce qui pourra se produire de manière plus fréquente à l'horizon 2050 et au-delà.
Un petit mot aussi sur l'action de l'État et du gouvernement en 2022. Le président de la République, le 28 octobre, a fait part de sa volonté d'un plan d'action qui repose sur 3 piliers: le renforcement des moyens de la lutte contre les incendies, le renforcement de la prévention et bien sûr le reboisement des forêts qui ont été brûlées. Ce plan se fera l'objet d'annonces prochainement. Il ne m'appartient pas évidemment de préempter ce type d'annonce. Le gouvernement, sous la volonté de la Première ministre, a mis en place un fonds vert doté de 2 milliards d'euros dès 2023 à destination des collectivités et de leurs partenaires, avec une pérennisation qui sera sans doute envisagée en fonction de la performance qui aura été observée en 2023. L'axe 2 de ce fonds vert comporte une mesure sur la prévention des incendies de forêt et de végétation. On vous invite vraiment à prendre connaissance de cet outil de financement qui permet de financer des actions qui ne sont pas toujours finançables par les moyens de financement de droit commun et qui sont vraiment conçus pour faciliter votre action, vous apporter une part de cofinancement substantielle et toutes les collectivités de France sont éligibles à cette mesure, les collectivités territoriales, donc les EPCI, les SDIS aussi sont éligibles et les ASA et les associations syndicales de gestion forestière que nous avons souhaité aussi rendre éligibles dès lors qu'elles sont composées d'une commune parmi les autres membres. Voilà. Pour en savoir plus, vous avez ici l'adresse du site internet, mais vous pouvez vous rendre tout simplement sur le site du ministère de l'Écologie pour avoir l'essentiel sur ce fonds vert. Alors maintenant, les OLD, quels enjeux? Les obligations légales de débroussaillement. Alors c'est une obligation légale prévue par le Code forestier, ce qui justifie bien sûr la présence de nos collègues du ministère de l'Agriculture. Et puis c'est d'une certaine manière la ceinture de sécurité des habitations face aux feux de forêt et de végétation. Vous avez à l'écran une photo, enfin 2 photos qui montrent bien que lorsqu'une maison voit son terrain correctement débroussaillé, le feu peut passer, mais sans se propager à la structure bâtie. Plus généralement, 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, ce qui veut dire que nous pouvons les éviter. Et 80% des feux naissent à l'interface entre la forêt, la nature et les zones urbanisées. Donc, il y a vraiment un enjeu particulier à intervenir en prévention sur le traitement de cette zone d'interface et les obligations légales de débroussaillement participent de cette logique de prévention. C'est l'une des meilleures protections contre les feux, bien débroussailler autour de sa maison et sur son terrain. Et c'est aussi limiter la propagation donc, des feux de manière plus générale, limiter l'atteinte aux constructions, protéger les personnes qui y vivent et faciliter l'action des services de la sécurité civile, mais je laisserai mes collègues s'exprimer sur ce point-là. Les obligations légales de débroussaillement, avant qu'on voit l'essentiel du cadre juridique, concernent 46 départements qui sont particulièrement à risque et concernent aussi les gestionnaires de réseaux routiers, ferroviaires et également les exploitants de lignes électriques aériennes. Alors, le Sénat l'a montré au travers de son rapport d'août dernier, le taux de réalisation des obligations légales de débroussaillement est assez variable selon le territoire, souvent inférieur à 30%. On explique ce relativement faible taux de réalisation par finalement le fait que l'existence même des OLD est bien souvent méconnue. D'où l'enjeu de pouvoir communiquer davantage, faire connaître ces obligations et faire connaître comment les satisfaire. Et je passe maintenant la parole à mon collègue Pierre Nguyen Ba, qui est chargé d'affaires climat, risques naturels et efficacité énergétique au ministère de l'Écologie et qui a piloté avec nous cette campagne d'information. Bonjour à tous, merci Johan. Donc en effet, Pierre Nguyen Ba, la direction de la communication du ministère. Pour revenir sur ce plan média qu'on a organisé ensemble, enfin, il faut voir en fait cette campagne sur les OLD comme l'acte 1 de la campagne gouvernementale globale sur les feux de forêt et de végétation. Donc, cette première partie de campagne sur les OLD se déroule à partir de cette semaine jusqu'au mois de mai, à la mi-mai. Et ensuite, s'enchaîne celle sur les bons réflexes sur les feux de forêt et de végétation. Comment se déploie le plan média sur ce premier volet de campagne? Et en fait,
C'est assez simple finalement. On va mettre dans la boîte aux lettres des gens qui sont concernés par les obligations légales de débroussaillement un 4 pages que vous voyez à l'écran qui est réalisé de manière assez pédagogique pour revenir sur les enjeux que vient de souligner Johan. Comment est-ce qu'il faut débroussailler correctement et à quel moment dans l'année. Ce 4 pages-là, il est distribué à environ, plus de 2 millions de personnes donc, qui sont soumis aux OLD dans leur boîte aux lettres directement. C'est le gros volet de cette campagne qui est ensuite soutenu par un volet presse locale, puisqu'il y a 4 insertions publicitaires qu'on fait dans la presse quotidienne régionale et la presse hebdomadaire régionale. Et ensuite, il y a tout un volet digital, donc un relais sur les réseaux sociaux, donc ciblé selon les cibles qu'on a définies ensemble sur les propriétaires de maisons. Donc ça, c'est sur le volet campagne achat d'espace. Et il y a aussi des outils de communication qui sont à votre disposition sur le site feu-forêt.gouv.fr. Vous pourrez les télécharger et prendre pour vous en fait ce kit de communication qui est utilisable et personnalisable. Il y a, c'est ce qu'on voit à l'écran, donc une affiche qui est à votre disposition, un document pédagogique de 4 pages, donc c'est celui qui est distribué dans les boîtes aux lettres, un modèle de lettre de voisinage pour que les personnes puissent s'adresser à leurs voisins directement et donc qui est déjà pré-rédigé. Des articles pré-rédigés aussi pour vos lettres d'information, vos magazines municipaux. Et plusieurs vidéos des posts pour vos réseaux sociaux, dont une vidéo qui explique de manière très grand public et pédagogique les OLD, voilà, des posts qui sont prêts à l'emploi pour vous, que vous pouvez réutiliser et qu'on vous incite à télécharger directement sur le site feu-forêt.gouv.fr. Merci Pierre. Donc voilà le centre de cette campagne, une plaquette adressée à peu près 2,3 millions de résidents concernés par les OLD. Je passe maintenant, si vous voulez bien, la parole au colonel Fabrice Chassagne, expert feu de forêt à la direction générale de la gestion des crises et de la sécurité civile. Oui, merci Yohan. Bonjour à tous. Côté sphère sécurité civile et plus particulièrement côté lutte, les OLD sont une illustration concrète sur le terrain de la stratégie de défense des forêts contre l'incendie qui est mise en œuvre depuis déjà quelques décennies. À savoir, elle s'appuie sur 2 principes fondamentaux, une approche globale, donc interservice, et les OLD concrétisent ce point, et surtout l'anticipation, qui consiste à régler la problématique feu de forêt aussi loin que possible en amont, et ce qui sous-entend effectivement avant même que les feux ne partent. Notre action sécurité civile s'appuie aussi, à travers ces 2 principes fondamentaux, sur 4 objectifs majeurs qui sont empêcher les feux, les maîtriser à leur stade, le premier principe, empêcher les feux, les maîtriser à leur stade initial comme 2e objectif, le 3e étant la limitation des développements catastrophiques, et le 4e nous concerne un petit peu moins, c'est la restauration des surfaces brûlées. À ce titre-là, comme j'ai essayé de le faire apparaître à travers 2 axes dans les 2 slides qui vont suivre, les OLD sont une illustration concrète de la réalisation de ces objectifs par la sécurité civile d'une part, mais aussi et surtout par le citoyen qui intègre ce principe de lutte au même titre que d'autres services. À savoir, le premier point, c'est que les OLD, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 80% des feux partent à proximité immédiate d'habitation. Déjà, une réalisation des OLD permet de limiter le départ des feux. Non seulement des massifs vers les enjeux, mais aussi et surtout des enjeux de la proximité des habitations vers les massifs. Et en ça répond au premier objectif, limiter les départs de feu. Si les OLD sont réalisés, on peut avoir un nombre de feux en baisse ou un nombre de départs de feu en baisse. Ensuite, évidemment, quand on soustrait du matériau combustible aux abords immédiats d'enjeux particuliers, évidemment, on contrarie les propagations, forcément, puisqu'il y a moins de combustible, et surtout, on réduit l'intensité des incendies à proximité des enjeux, ce qui permet à nous de concentrer des efforts mieux dimensionnés à proximité d'habitations qui auraient été protégées par les OLD. Ça optimise, comme vous pouvez le voir apparaître sur le slide, ça optimise nos manœuvres défensives, car comme je vous l'ai dit, effectivement, à habitation ou à pourtour aménagé, on aura moins besoin de forcer l'engagement de véhicules de plus en plus lourds
qui pourraient nous être, vous le verrez après, plus utiles peut-être par ailleurs. Et ça amène évidemment, dans le cadre de la conduite des opérations au niveau du théâtre plus globalement, à mieux répartir ces moyens-là. C'est-à-dire qu'on peut, on est obligé, on peut se permettre, et il est plus efficace d'avoir des abords aménagés de manière à ce qu'on puisse répartir nos moyens opérationnels sur un territoire un petit peu plus grand en anticipation. Donc tout ça, ces premiers points, ce sont des illustrations concrètes de ce que peut faire n'importe quel citoyen dans le cadre de la lutte, et bien ne pas ensiler la lutte comme étant le seul prérequis de la sphère sécurité civile, mais bien faire prendre conscience que le citoyen est le premier acteur de sa sécurité, et concrètement, l'OLD est une illustration de ce qu'il peut faire dans le cadre de la lutte. Car comme on le sait, la lutte intervient pour 60 à 70% avant même que le départ de feu ne soit initié. Et le deuxième thème, c'est que la deuxième slide, c'est que évidemment, les OLD permettent d'aménager le terrain et qui facilitent les actions de lutte. Donc, les forces de sécurité civile peuvent bénéficier donc d'accès sécurité pour se rendre sur des zones à défendre, ce qui est évidemment gage d'efficacité et de rapidité dans l'intervention pour traiter certains enjeux. Une meilleure traficabilité aux abords, évidemment, si la bande de 50 mètres est réalisée, on peut manœuvrer avec les camions et se positionner de la meilleure des façons pour pouvoir défendre les enjeux considérés, en l'occurrence des habitations principalement. Et surtout, alors je reviens au dernier objectif, c'est un des derniers objectifs, limiter les développements catastrophiques, dans le sens où effectivement ça peut limiter les superficies brûlées, puisqu'on casse les propagations, mais aussi les dommages aux biens, mais aussi surtout aux personnes. Une habitation protégée par ces OLD permettra une mise en sécurité des personnes, y compris des intervenants, si ça se passe mal, dans de meilleures dispositions si la maison est protégée par ces OLD. Et enfin, à habitat ou enjeu sécurisé, en fait, ça limite les évacuations, qu'elles soient de mise en sécurité ponctuelle, voire même massive, comme on a pu le voir cet été, ou à l'occasion d'autres étés, dans le cadre d'évacuations massives de hameaux ou de villages complets. Donc en fait, ça sécurise, ça permet de mieux traiter, ça permet d'optimiser les moyens, et ça limite les développements catastrophiques dans le sens les enjeux et les biens sont, les biens et les personnes sont moins exposés au risque. Merci à vous. Donc, on a vu très brièvement, mais en tout cas dans le temps imparti, les enjeux liés aux obligations légales de débroussaillement. Et je vous propose maintenant de passer la parole à Elisabeth Van de Maal, qui est la chef du bureau de la gestion durable de la forêt et du bois au ministère de l'Agriculture, et qui va vous faire en point l'essentiel sur le droit des obligations légales de débroussaillement. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, sur ce point de point plus juridique des OLD, donc vu les exposés précédents, vous avez compris que tout était inscrit, les principales dispositions sont dans le code forestier, et je vais essayer de vous les expliquer rapidement. Donc, vous avez à gauche de la première diapositive une carte de France. Voilà, en fait, elle est un petit peu petite, mais on y voit en fait différents types de couleurs, et en fait, ils correspondent à différents types d'articles du code forestier. On vous a parlé de 46 départements sur lesquels s'appliquent les OLD. Donc, vous avez en rouge foncé, c'est ceux qui sont inscrits directement dans un article de législatif dans le code forestier. Et au-delà de ces 32 départements, donc c'est le classement, le classement à risque des massifs forestiers. Donc ça concerne des départements. Ça peut aussi concerner simplement, de façon un peu plus fine, des communes, voire des massifs à risque. Donc à date, on a 32 départements et on a qui sont visés de façon obligatoire, comme identifiés comme particulièrement exposés au risque. Et 14, aujourd'hui, on a 14, dans 14 départements, on a eu à travers un arrêté préfectoral, des classements à risque, donc j'allais dire de façon volontaire par le préfet. Vous avez à gauche une photographie aérienne et vous allez comprendre comment on peut savoir qui est finalement et où s'appliquent les OLD. Donc, à partir de l'identification d'un massif à risque, la précision qu'on apporte dans le petit diagramme suivant, c'est qu'en fait, le code forestier vise non seulement
En ce qui concerne, non pardon, c'était la toute petite, voilà, ça concerne non seulement les bois et forêts, mais le code forestier indique aussi que pour les massifs à risque, on l'élargit aux landes, maquis et garrigues. Donc sur ce fond de carte, on va rajouter une bande périphérique de 200 mètres, donc c'est la verte claire, et donc ensuite on identifie dans ce zonage, il s'applique sur des constructions et des installations individuelles, et également sur des infrastructures linéaires. Voilà, et donc en fait, c'est une cartographie qui vient d'être produite et mise sur, qui peut être vue sur la cartographie, sur le géoportail de l'IGN et qui a été mis en place, je pense, il y a juste à peine 10 jours. La slide suivante. Toujours où s'adressent les OLD. Le cadre général, donc, c'est un débroussaillement qui est à réaliser. On parle là donc des constructions et installations ponctuelles. Donc, il est à réaliser, ces OLD sont à réaliser sur une profondeur de 50 mètres autour de cette construction ou de cette installation. Et donc, en fait, sont aussi concernés la voie privée pour accéder à cette construction, cette installation. Et comme vous le voyez aussi sur le diagramme, vous avez aussi des OLD qui s'appliquent autour des voies d'accès privées et aussi des voies qui sont ouvertes à la circulation du public. Voilà, donc c'était donc les installations de transport qui sont également visées. Et donc, pour connaître les profondeurs de débroussaillement, eh bien, nous trouvons ces informations dans les arrêtés qui ont été pris par les préfets. On trouve aussi dans ces arrêtés pris par les préfets les modalités de mise en œuvre technique des OLD. Donc, en général, ce qui est visé, c'est la coupe de la végétation herbacée, la coupe des arbustes. Vous avez aussi la suppression des arbres morts, l'élagage des arbres conservés, la mise à distance de la végétation par rapport aux habitations, l'élimination des résidus issus du débroussaillement, le dégagement des voies d'accès. Et dans certains départements, les arrêtés préfectoraux embarquent aussi la mise à distance des arbres. C'est-à-dire que les arbres ne doivent pas se toucher. Bien sûr, comme l'ont expliqué les intervenants précédents, il s'agit à la fois moins il y a de combustible, en fait, moins le feu sera puissant. Voilà, et c'est aussi pour éviter donc la propagation aussi bien donc aussi en surface. Donc si les arbres ne se touchent pas aussi, eh bien ça peut permettre finalement que le feu soit moins virulent. L'objectif, voilà, c'est ce que je disais, donc créer de la discontinuité dans la végétation et diminuer la masse de combustible. Et donc ces OLD, il ne faut pas les confondre, évidemment, il ne faut pas confondre le débroussaillement avec le défrichement, puisque voilà, lorsqu'on fait des OLD, on fait aussi, on est attentif à ce que les semis et les jeunes arbres soient conservés en nombre suffisant. La slide suivante. Donc voilà. Donc sur qui doit mettre en œuvre ces OLD? Il y a deux types donc de OLD. Je vous ai parlé des OLD plutôt ponctuels qu'on oppose aux OLD plutôt linéaires. Donc, dans le cas des infrastructures linéaires, c'est le gestionnaire ou le concessionnaire qui va être responsable de la mise en œuvre de ces OLD. Et donc, quand on parle d'infrastructures linéaires, on vise en majorité 3 types de linéaires. Ce sont les voies ouvertes à la circulation publique. Deuxièmement, ce sont les lignes électriques. Et troisièmement, ce sont les voies ferrées. Donc, la deuxième cible, ce sont les propriétaires de biens ponctuels qui sont à défendre. Et donc, ce sont les constructions et les installations. Et donc, ce qu'on voit là, c'est que, je vous ai dit dans la diapo précédente que lorsqu'on avait une construction, il fallait dessiner un cercle de 50 mètres de rayon autour de la construction. Et dans la slide suivante, vous pouvez repartir. Voilà, dans cette slide-là, vous voyez que le propriétaire A
vous voyez sa limite de propriété et vous voyez que lorsque on dessine le cercle de 50 mètres autour de sa construction, eh bien, il doit aller débroussailler chez le voisin. Donc, le propriétaire a l'obligation d'aller débroussailler chez le propriétaire B. Voilà. Donc, le code forestier prévoit évidemment les modalités de débroussaillement chez autrui. L'idée derrière, c'est que les OLD sont là aussi et avant tout pour protéger la construction, l'habitation du propriétaire A. Voilà. Dernière, peut-être, voilà. Le contrôle, c'est quelque chose, c'est un point important, bien sûr, pour vous. Donc, c'est le maire qui est chargé du contrôle de la mise en œuvre des OLD, sauf dans le cas des infrastructures linéaires pour lequel les contrôles sont réalisés par le préfet. Il y a deux types de procédures pour les sanctions. Vous avez les sanctions pénales et les sanctions administratives. Les sanctions administratives par le maire, il y a de façon graduelle, vous avez une mise en demeure, puis un pourvoi d'office aux frais du propriétaire de l'habitation, et enfin une amende administrative qui peut aller jusqu'à 30 € du mètre carré non débroussaillé. Si on fait un petit calcul rapide en ayant retenu PR2, donc 50 mètres autour de la construction, ça fait à peu près, ça fait quand même moins on est à peu près à 0,8 hectares, à 30 € le mètre carré, on arrive évidemment à une amende administrative qui peut être assez salée. Et puis les sanctions pénales, qui sont donc par des agents assermentés. Donc vous avez les contraventions de 4e et 5e classe, le délit en cas de non-respect d'une mise en demeure, et là aussi avec un montant important, le même que pour l'amende administrative. Voilà. Merci Elisabeth. Peut-être deux points. Tout d'abord, Elisabeth Van de Mal évoquait les lettres de le fait que pour débroussailler, ça peut nécessiter pour un propriétaire donné d'accéder à la propriété d'autrui. Et tout à l'heure, Pierre évoquait des lettres de voisinage. Ces lettres de voisinage, justement, c'est un modèle de lettres que nous mettons à la disposition des élus, mais aussi des propriétaires concernés, qui permet de demander l'autorisation d'accès à la propriété pour réaliser le débroussaillement. Et en cas de refus du propriétaire B, ce propriétaire emporte la responsabilité du débroussaillement. Il doit le réaliser à ses frais et emporte la responsabilité juridique. Également a été mentionné tout à l'heure le géoportail. Donc c'est effectivement un site où vous trouverez la couche nationale des obligations légales de débroussaillement. C'est un travail qui a été piloté par le ministère de l'Agriculture avec l'IGN. Et on a également, pour vous faciliter l'accès, renvoyé un lien sur le site feuforêt.gouv.fr. Donc vous avez sur feuforêt.gouv.fr toutes les informations et tous les renvois vers les sites utiles. Voilà pour ce que souhaitaient dire aujourd'hui les trois ministères qui collaborent pour justement faire connaître ces obligations légales de débroussaillement. Et je crois, Françoise, que nous passons maintenant la parole à Monsieur Clément, le maire de l'Irak, qui apporte aujourd'hui un témoignage de terrain, le témoignage d'un maire. Alors, juste, excusez-moi, avant de passer la parole. Donc déjà, je voudrais vous remercier pour cette intervention des trois ministères qui est complète, qui précise bien aujourd'hui quel est l'enjeu qui est le nôtre. Et on va rentrer maintenant dans le cœur du sujet, c'est-à-dire que effectivement, c'est une obligation qui appartient à chaque propriétaire. Avec les difficultés que vous avez conçues, c'est qu'aujourd'hui, chaque propriétaire, c'est le maire qui va devoir superviser ça. C'est pour ça que David Lisnard a voulu instituer ce groupe de travail pour qu'on puisse se coordonner en tant qu'élus sur toutes les situations qui sont les nôtres. Parce que là, on va rentrer dans le dur du sujet, c'est-à-dire quoi les moyens de contrôle de chaque ville qui ne sont pas les mêmes. Le fait qu'on va se retrouver en conflit avec parfois des propriétaires qui vont devoir aller débroussailler chez le voisin, ce n'est pas forcément évident. Et la capacité des communes à pouvoir contrôler cela, alors qu'aujourd'hui, les moyens sont très réduits, que ça mobilise des agents et beaucoup de temps de travail. Et donc, c'est pour ça que nos collègues à présent vont pouvoir nous éclairer sur ce sujet. Et donc, on va entendre maintenant le maire de l'Irak, effectivement, c'est Clément. Oui, bonjour toutes et à tous, représentants des services et chers collègues élus. Donc, Cédric Clément, donc je suis le maire de l'Irak dans le Gard et aussi président des communes forestières du Gard, comme l'a précédemment cité Françoise Alric.
Donc, dans le Gard, oui, comme tout département de l'arc méditerranéen, on est soumis, on va dire, au risque feu, et ce depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et c'est vrai que on avait un peu laissé, on va dire, en attente la réalisation des débroussaillements parce qu'on avait un système préventif qui marchait bien et qui avait fait ses preuves. On est passé à une réduction énorme des surfaces brûlées depuis les années 1080 jusqu'à, on va dire, à 2000, à 2000-2010. Malheureusement, on a été rattrapé par une suite d'incendies et un fait particulièrement majeur qui a été le feu qu'on appelait de Rognac et de Vitrolles, où plusieurs habitations avaient été détruites en 2017 et où un collègue maire avait été condamné parce qu'il n'avait pas, de par ses droits de police, fait exercer les OLD autour de l'habitation qui avait été détruite. Donc, suite à ça, il est vrai qu'à l'époque, le préfet de zone avait saisi tous les préfets des départements de la zone sud pour qu'ils mettent en action maintenant les OLD afin qu'on ait plus on va dire, ce problème de certains élus qui soient, on va dire, malheureusement condamnés par l'inaction. Donc moi, dans ma commune de l'Irak, du Garaud-Danien, alors c'est vrai qu'on est dans le Garaud-Danien, donc pleine vallée du Rhône, soumis en plus au Mistral, on va dire 20% du temps de l'année. On va dire que le risque est omniprésent, un massif forestier qui est vraiment, on va dire, qui touche la commune, un massif de plus de 20 000 hectares, composé d'une végétation méditerranéenne très, on va dire, très inflammable et très combustible. Et il est vrai on a commencé à la suite de 2017 à mettre en place, et je vous parlais aussi beaucoup des communes forestières parce qu'on a mis énormément d'outils à disposition des élus, justement, pour anticiper et appréhender ce problème. Pourquoi? Parce que il est vrai qu'en étant élu, on a une multitude de compétences à gérer et malheureusement, on ne peut pas être optimum dans tout et qu'on a des petites collectivités. On n'a pas des fois le personnel qui nous permet aussi de traiter ces dossiers à fond et être au courant en permanence de tout. Donc, c'est vrai que moi, en 2017, quand on est arrivé, on s'est lancé vraiment sur la commune dans cette mise en conformité OLD. Il faut se dire de prendre le rôle d'élu. On représente, on doit à la compétence de la sécurité. On est propriétaire aussi, donc on est soumis, nous aussi, commune, à des obligations légales de débroussaillement. On est aménageur du territoire, le prendre en compte dans les PLU et l'aménagement, on va dire, du urbanisme. Et en même temps, médiateur local, où on est en train en permanence aussi de gérer les problèmes et conflits entre usages entre chacun. Il est vrai que c'est assez difficile à appréhender. C'est pour ça qu'avec les communes forestières, suite à la demande du préfet du Gard, l'ancien préfet Loga, on avait mis en place des outils de communication, des kits de communication, mais pas que, qui permettaient, on va dire, aux élus d'appréhender, de mettre en place des réunions publiques et en même temps les aider à mettre en place des contrôles dans leur commune. Donc, ça nous permet chaque année, et c'est chronophage, on le fait chaque année, on y revient parce qu'il y a un besoin réel et on voit que de plus en plus, malheureusement, on est soumis à cette contrainte de feu de forêt. On fait des formations d'élus en association avec la préfecture du Gard, le SDIS, mais pas que aussi, l'association des maires du Gard avec qui on travaille en étroite relation maintenant depuis 5-6 ans. Donc, la première des choses à faire, c'est d'arriver à faire un diagnostic de votre commune, de regarder, on va dire, tout ce qui est déjà, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, les terrains communaux et les accès communaux. Avant d'aller, on va dire, aller demander aux administrés de mettre en conformité au LD, il faut d'abord que nous, déjà, on soit conformes nous-mêmes. Parce que sinon, vous n'avez pas un discours crédible. Et il est vrai que, on va dire, la première des choses à faire, c'est ça. Donc, diagnostiquer ces terrains communaux et ces chemins communaux qu'il faut mettre en conformité. En même temps, après, diagnostiquer les habitations qui sont soumises au LD. Donc, on peut voir que maintenant, on a différents outils qui sont mis à disposition. Nous, on en avait par la préfecture du Gard, maintenant, on les a grand public sur les géoportails. Et en même temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ces terrains qu'on a qui sont urbanisables, qui sont classés en U, mais pas construits, qui sont à l'intérieur des cités urbaines et qui sont souvent les plus dangereux. C'est clair que c'est de l'herbe, c'est la petite végétation, mais on va dire qu'on voit que nous, depuis ces dernières années, c'est les feux les plus violents et c'est des feux qui sont immaîtrisables. Et donc, il ne faut pas se focaliser que sur les terrains en bord de forêt, mais bien regarder toutes ces friches et ces terrains abandonnés qui sont, on va dire, en plein centre urbain. Donc après, une fois que vous avez fait tout ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on organise une réunion publique. Réunion publique, comme je vous ai dit, nous, dans le Gard, on met à disposition de tous nos collègues maires un déroulé, des films et on va dire une formation aussi s'il faut, s'ils viennent à nos différentes formations. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on va cibler et envoyer un courrier à chaque propriétaire.
Une fois qu'on a envoyé ces courriers à chaque propriétaire, il faut que l'élu en charge de ce dossier, ou s'il y a une police municipale ou s'il y a des gardes champêtres, ils aillent exercer un contrôle qu'on fait avec des fiches qu'on a, nous, type qu'on a fait justement pour pouvoir contrôler. On fait un état des lieux et justement là, à partir de là, on met tout ce qui est conforme, qui est non conforme et on laisse généralement aux personnes 2, 3 mois, 4 mois, suivant la période où on a fait. Ce qui est le mieux, c'est de faire ces contrôles à l'automne. Ça permet aux personnes de faire des travaux et surtout de ne pas induire un risque, parce qu'on le voit, on peut aussi arriver à mettre le feu en faisant des travaux forestiers. Donc, il faut se dire qu'il faut arrêter ce type de travaux généralement vers fin mai maximum. Une fois que vous avez fait ça, effectivement, vous repassez contrôler. Et c'est ce qu'on fait nous, on repasse contrôler. On pointe on va dire, les zones qui sont, on va dire, à améliorer, les zones qui ne sont pas faites. Et malheureusement, des fois, vous arrivez dans des zones de non-conformité où le propriétaire ne veut pas faire. Donc là, on repasse dans des procédures que je pense qu'il faut au moins être à disposition par différents services ici présents. On passe à la mise en demeure et on peut aller plus loin, où là, carrément, on saisit et on verbalise. À ce jour, il est vrai que dans le département du Gard, on a la chance aussi que par les missions d'intérêt général ONF qui sont faites des FCI, en même temps, la préfecture du Gard, chaque année, choisit un nombre de communes où elle vient en appui des maires et c'est elle qui va exercer les contrôles et on va dire pousser un peu plus loin. Et c'est vrai que ça marche mieux parce que souvent, on arrive à faire un peu plus respecter les choses. Donc, une fois vous avez tout fait ça, par contre, effectivement, il y a un contrôle récurrent qui vient à être fait dans les années, parce que tous les 2-3 ans, il faut quand même regarder que tout cela soit continu. Après, il faut se dire que dans ma commune, là, c'est la photo de gauche que vous voyez. Comme je vous l'ai dit, on est dans le Gard rhodanien, soumis à fort Mistral, une grosse période de l'année, et en été particulièrement aussi. Il faut se dire que si on a un feu qui arrive la nuit en période de vent, les 50 mètres ne permettaient pas de protéger, on va dire, totalement les habitations, mais surtout aussi les services de secours. Donc c'est pour ça qu'on est allé dans une démarche, et je suis allé dans une démarche qui est allée plus loin. Au-delà des 50 mètres, on est allé encore appeler à rajouter de 50 à 70 mètres de débroussaillement. Et là, donc, pour cette phase-là, grâce au soutien de la DDTM, et je l'ai vu qui était président de Christophe Chantepie, qui était à l'époque chef de service à la DDTM du Gard, on a fait une déclaration d'intérêt général et d'urgence pyrrhine en feu de forêt. En fait, ce qui nous a permis d'agrandir notre périmètre de défense feu, d'aller dans les terrains privés, du coup, parce que ça nous permettait, par rapport à une DGU où on a eu un arrêté préfectoral, d'investir l'argent public sur des fonds privés. La condition qui a été à l'époque dans l'arrêté, qui a été signé par le préfet Loga, ça a été que tous les 2 ans, on repasse un entretien dans ces zones, chose qu'on fait. On passe un entretien mécanique, mais pas que. Chaque année, on a, là, il arrive après-demain, on a un troupeau de 400 moutons qui vient entretenir toutes ces zones. Après, voilà, je ne suis pas resté que dans cette démarche parce qu'il y a aussi, dans les communes du département du Gard, on doit, et le maire a la compétence de la défense des forêts contre l'incendie, il doit mettre à disposition des pistes, des citernes et différents ouvrages aux pompiers pour protéger les massifs, justement pour arrêter le feu avant qu'il arrive dans les habitations. Et c'est vrai que là, dans ces travaux, les collectivités sont un syndicat intercommunal, mettent énormément d'argent pour créer, normaliser des pistes, les entretenir, mettre des citernes, justement pour l'intérêt général et le bien de tous. Et cela, on va dire, en collaboration très étroite avec le service de la préfecture, le SDIS et en même temps le conseil départemental du Gard. Après, on va dire, l'endroit, la dernière chose honnêtement qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est la sensibilisation. La sensibilisation, c'est récurrent, mais chaque année, il faut redistribuer, des prospectus. C'est la période débroussailler, il faut redébroussailler. Faire des messages sur les panneaux lumineux, vous le voyez, c'est en permanence pour le grand public, voilà, mais pas que. Là, on parle de mégots, on parle aussi, nous, on a des sensibilités qui nous permettent, où les massifs soient, on va dire, pas interdits, peut-être bientôt, mais il y a une limite d'accès, de ne pas faire de travaux dans ces zones-là. Et
et on va dire, on est allé encore plus loin, de se dire qu'il fallait vraiment établir une culture du risque. Et cette culture du risque, on l'aurait en allant sensibiliser les plus jeunes à l'école. Donc maintenant, depuis 3 ans, la commune de Lirac fait partie des communes qui sont dans le projet d'un 1000 communes la forêt-école, projet qui est supporté et qui a été lancé par la Fédération nationale des communes forestières. Les enfants de la commune sont sensibilisés chaque année par la caserne locale des pompiers, mais pas que. Ils ont une parcelle forestière qu'ils ont à gérer, une parcelle forestière communale, qui se transmettent chaque année de classe en classe. Cette parcelle, cette année, ils l'ont débroussaillée avec les services techniques d'une entreprise. Et en même temps, ils sont sensibilisés en permanence sur le problème du feu, les causes, les conséquences, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et vous pouvez les interroger, ils vous diront, pour réduire les risques de feu, il faut débroussailler autour de sa maison, il faut faire les OLD. Ils sont connus, ils le savent, ils transmettent le message de leurs parents. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment penser aussi, à l'action des OLD, mais pas que, on va dire, sensibiliser les futures générations. C'est eux qui font passer le message aussi à leurs parents, en disant il faut débroussailler, il ne faut pas fumer là, on ne peut pas de barbecue là, on ne bricole pas en plein été à proximité de la forêt. Donc ça, il faut y penser. Et il faut se dire que tout ce qui est la mise en place et la lutte contre les feux de forêt et la mise en place des OLD, c'est un ensemble qui comporte plusieurs choses. Et en fait, on arrive à avoir des résultats, on voit de plus en plus positifs, comme je vous le disais. Donc voilà, c'est assez chronophage. Alors, je sais que nous, on le vit en permanence et c'est un gros investissement, mais c'est vrai que je sais, c'est pour ça le message que je veux faire passer aussi à vous, chers collègues élus, c'est pas quelque chose de populaire à faire, je peux vous le dire, parce que c'est automatiquement, vous avez des levées de boucliers, des gens qui ne sont pas contents, il y a beaucoup de discussions à avoir, mais il faut penser que, comme on l'a dit précédemment, qui a été dit par les différents services, 65% des feux sont dus à des malveillances, 90% sont d'origine humaine. Plus on arrive à réduire ces feux, moins ils prendront d'ampleur, on va dire, plus on aura de l'efficacité à les arrêter. Voilà, donc il faut surtout vous dire, que chaque fois qu'il y a des feux, il y a des sapeurs-pompiers qui sont volontaires et professionnels qui risquent leur vie. Et malheureusement, ils risquent leur vie pour les autres. Et c'est vrai que quand on en arrive encore à voir des gens qui ne veulent pas débroussailler, ils se disent j'en ai rien à foutre, ça ne viendra pas le feu. Non, ça n'arrive pas que chez les autres. On l'a vu, nous, comme je vous le disais, on est très impactés dans le sud de la France. Et pour nous, on va dire, c'est commun. On a vu malheureusement l'été dernier que toute la France a été impactée. Donc voilà, c'est l'affaire de toutes, c'est l'affaire de tous. Et voilà, donc dites-vous que c'est du travail à faire, mais par contre, c'est primordial pour la protection de nos habitants et de nos forêts, et surtout, comme je vous l'ai dit, des services de secours. Voilà. Merci beaucoup, Cédric, pour cette intervention extrêmement pertinente, complète et pédagogique, parce que je vois que ce qui est déployé est vraiment pertinent. Et nous, alors voilà, pour faire une petite synthèse au niveau du groupe de travail qu'on a mené à AMF, ce qui est apparu au niveau des risques naturels, dont l'incendie est un des premiers en termes d'importance, c'est qu'il y a chez beaucoup de nos collègues aujourd'hui une méconnaissance de l'exposition de leur territoire au risque, tout simplement parce que ça ne s'est jamais produit. Or, la leçon que l'on peut tirer de tous les événements, qu'ils soient climatiques ou sur l'incendie proprement dit, c'est qu'aujourd'hui, aucun territoire n'est plus protégé. Et il est maintenant non pas la question de savoir si ça va arriver, mais quand ça va arriver. Et sur l'incendie, l'obligation légale de débroussaillement, donc la campagne nationale qui est initiée, fait que chaque citoyen doit s'en emparer, et c'est en ça que la culture du risque qui a été évoquée est essentielle, parce qu'en réalité, chaque citoyen est acteur de sa protection. Mais malheureusement, dans notre pays, c'est encore quelque chose sur lequel il y a énormément de travail, et les premiers qui doivent s'en emparer sont naturellement les maires, parce que vous savez qu'en France, les maires sont responsables de tout et sont les premiers à répondre en cas de manquement. Alors aujourd'hui, naturellement, vous l'avez compris, c'est un travail énorme et c'est pour ça que la campagne qui est lancée par l'État, on doit s'y associer pour la diffuser et qu'en même temps, on doit faire remonter toutes les problématiques qui sont les nôtres. C'est que sur nos territoires, en dehors des configurations naturelles, en dehors des moyens humains dont nous disposons, la procédure est la même. Et cette procédure, de par sa complexité, pour vous donner un résumé, c'est une procédure en 12 étapes
qui prend dans la version complète à peu près 7 mois. C'est-à-dire que si quand vous commencez un constat terrain début octobre, vous ne pourrez agir concrètement qu'en avril. Donc, vous voyez le temps qui est perdu avec des moyens technologiques qui aujourd'hui ne sont plus adaptés puisque naturellement, on doit faire aujourd'hui des reconnaissances terrestres. C'est-à-dire qu'on aurait besoin d'avoir accès à des moyens technologiques tels que les drones. Et ces difficultés nous imposent de travailler en étroite coopération avec les services de l'État et tout ce qu'on peut avoir au niveau local, que ce soit les TM, les SDIS, pour nous assister dans l'identification des sites, dans la sensibilisation des citoyens et dans le contrôle qui est effectué. Avec d'ailleurs cette obligation qui est la nôtre, c'est que s'il y a une défaillance du propriétaire, il appartient au maire de débroussailler à sa place, c'est-à-dire avec les frais, l'argent public de la ville, donc ça pèse sur le budget, ça pèse sur les moyens humains parce que vous nécessitez de mobiliser du personnel quasiment à l'année pour le faire. Et après, une fois que ça a été fait, pour recouvrir l'argent sur le propriétaire défaillant. Là aussi, très compliqué. Donc, plus on arrivera aujourd'hui à diffuser cette information, à sensibiliser, plus on sera quelque part efficient. Mais encore une fois, j'insiste, parce que nous, c'est ce qu'on rencontre dans ma commune, mais également dans les communes du pourtour ou dans les autres départements, ce qui est dit d'ailleurs sur la ville que Cédric de l'Irak va exposer, c'est que si jamais demain il y a un problème, le maire, j'insiste là-dessus, est pénalement responsable. C'est-à-dire qu'on viendra vous demander des comptes sur la procédure qui a été diligentée, pourquoi elle n'a pas été menée à terme, et si d'aventure il y a d'importants dégâts et que le feu est parti d'une parcelle non débroussaillée, eh bien on viendra vous expliquer que vous êtes le responsable. Donc j'insiste véritablement sur l'importance cruciale qu'il y a à s'emparer de ce sujet, tout comme il est excessivement indispensable aujourd'hui que le législateur évolue sur cette procédure qui prend trop de temps et qu'il développe les moyens technologiques. Et vous verrez que par les particularités de nos territoires, et c'est pour ça qu'on maintenant on va passer aux questions-réponses, et là je vous invite à vraiment remonter toutes vos difficultés, on est vraiment au cœur de cette procédure. Vous n'aurez pas d'autre paravent, personne ne viendra vous dire que vous n'avez pas été alerté, etc. Vous êtes aujourd'hui de facto redevable de leur exécution. C'est ainsi, c'est ingrat, mais malheureusement c'est la réalité. Donc, sans plus attendre, eh bien, écoutez, on va vous passer la parole et je vous invite à participer activement, naturellement. Alors, on devrait, alors pour vous, mesdames et messieurs les maires, vous avez posé un certain nombre de questions sur le chat et on a Françoise Alric et Clarisse Durand qui ont sélectionné de premières questions et donc on fait cet exercice de sélection des questions qui sont les plus représentatives et de regroupement des questions. Donc la première question, s'il vous plaît, de façon à ce qu'on puisse répondre aux interrogations de nos élus. Oui, alors nous avons plusieurs types de questions. Un premier paquet de questions, si j'ose m'exprimer ainsi, sur les OLD, qui est concerné. Donc les règles sont-elles identiques dans tous les départements? Une question très précise, les OLD sont-elles valables pour les abords des ruisseaux, des plans d'eau? Et puis nous compléterons ensuite sur d'autres aspects par rapport au type de propriétaire. Très bien. Alors, je propose peut-être pour ces deux premières questions de passer la parole au ministère de l'Agriculture qui est concerné par les OLD. J'ai retenu de la présentation d'Elisabeth qu'il y avait deux types d'enjeux, les enjeux ponctuels, les enjeux linéaires. Et puis, sur les plans d'eau, est-ce qu'on doit débroussailler autour des plans d'eau des ruisseaux? Bonjour. Donc, qui est concerné? C'est essentiellement, on va dire, des installations humaines. C'est-à-dire, comme on vous l'a dit, c'est les infrastructures routières, les infrastructures de délivrance de l'énergie. Donc, ça, c'est raisonnablement facile à voir sur le terrain. Là où il y a effectivement un peu plus de flou, c'est sur la notion du code forestier, sur les constructions, les installations. Donc, la construction, c'est globalement tous les bâtiments. Après, il y a un certain nombre de bâtiments, je dirais, non habités, mais qui sont quand même concernés, notamment tous les annexes aux bâtiments, tout ce qui est garage, tout ce qui est piscine, etc. Donc, sur lequel il peut y avoir du public. Voilà. Et après, par rapport à la question sur les plans d'eau, il n'y a pas d'objet naturel
qui sont à débroussailler. Donc, en fait, les abords d'un plan d'eau, ce n'est pas à débroussailler. Le plan d'eau lui-même, ce n'est pas concerné. Par contre, dès que vous allez mettre une baraque pour accueillir le public ou dès que vous créez un parking pour que les gens stationnent auprès du plan d'eau, là, on est dans la notion d'installation. Donc, on retombe sur les OLD. Voilà, donc on a quand même, dans la majorité des cas, un fort lien entre activité humaine, entre guillemets, possible et site à débroussailler. Merci Lionel. Peut-être de précision. Ça a été rappelé, il y a 2 autorités qui sont chargées du contrôle du respect des OLD. Donc pour les infrastructures linéaires, on l'a dit, mais je me permets de le souligner à nouveau, c'est le préfet. Et en revanche, pour les enjeux ponctuels, on est bien sur une compétence du maire. Et après, pour vous, mesdames et messieurs les élus, il y a aussi effectivement à avoir en tête le débroussaillement le long de la voirie communale ouverte à la circulation publique. Alors, sur les autres questions. Oui, alors bonjour à tous. On a des questions assez précises sur des cas particuliers, notamment le cas des vestiges en ruine dont les propriétaires sont connus. Qui doit débroussailler? Et si le propriétaire refuse, la mairie doit-elle se substituer à lui? Et qui doit payer dans ce cas-là? Et deuxième question assez proche, comment appliquer les OLD sur des parcelles dont le propriétaire ne peut pas ou ne veut pas payer ou dont le propriétaire est décédé sans succession? Qui doit prendre en charge le coût du débroussaillement dans ces cas-là? Ce sont des questions effectivement très précises. Pour ma part, je ne suis pas certain qu'on ait ici en présentiel la réponse. On a bien noté toutes les questions. Je ne sais pas si Monsieur Cornillac de la FN Confort, qui est à distance avec nous, peut apporter des éléments de réponse. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Alors, selon les ruines, aujourd'hui, dans l'instruction technique, en ce qui concerne les ruines, il n'y a pas d'obligation de débroussaillement, considérant qu'il n'y a ni activité humaine, ni risque de perte de valeur du bien. Par contre, il me semble que j'ai apporté cette réponse dans le chat, mais en fait, le maire ou le représentant du maire a souhaité préciser que en fait, c'était des ruines qui étaient à proximité de lieux d'activité, notamment du centre-ville. Et donc, dans ce cas-là, c'est celui qui génère l'obligation, c'est-à-dire il faut voir ce qu'il y a à côté, quels sont les bâtis à côté ou qui génèrent. Est-ce qu'on est en parcelle, si on est en zone U, c'est le propriétaire de la parcelle qui doit débroussailler la totalité de son terrain. Et si on est dans un autre zonage, c'est 50 mètres autour des habitations où il y a une activité humaine. C'est la réponse que je peux faire, mais s'il y a d'autres spécialistes qui veulent compléter, on est bien sur des cas particuliers et qu'on ne rencontre pas tous les 4 matins. Merci beaucoup. Je ne sais pas si au niveau de notre spécialiste Christophe Champy de l'ONF, Christophe, vous souhaitez apporter des compléments. Si ça n'est pas possible, de toute façon, nous prenons bien toutes les questions et nous avons prévu avec la MF et la FN Confort de faire une foire aux questions qu'on mettra dès que possible, enfin prochainement en tout cas, en ligne sur les différents sites. Donc oui, peut-être quelques précisions. Bonjour tout le monde, donc Christophe Champy de l'Office national des forêts. Donc confirmation effectivement qu'une ruine n'a pas à être débroussaillée du fait qu'elle n'est pas habitée, donc elle n'est pas génératrice même de risque, et le fait qu'elle soit en ruine, il n'y a pas des biens à défendre à l'intérieur qui auraient une valeur qui pourrait être détruite par un feu arrivant de la forêt. Après, les pourtours d'une ruine, s'ils ne sont pas à débroussailler par le propriétaire de la ruine, par contre, ça ne veut pas dire que ces abords-là, s'ils sont dans la distance des 50 mètres d'autres habitations, ils devront être débroussaillés par le propriétaire de l'habitation. Et si c'est même situé en ville, dans une zone en dehors des obligations légales de débroussaillement, ce qui peut arriver quand même assez fréquemment, là c'est le Code général des collectivités territoriales qui peut permettre à un maire de prendre un arrêté pour imposer le débroussaillement au titre du risque incendie dans ces zones à moitié urbaines, isolées et en friche au milieu des autres maisons. Après, sur la deuxième question qui était évoquée, en disant qu'est-ce qu'on fait quand on a un propriétaire qui ne souhaite pas réaliser ses obligations, et ben, si c'est juste de la mauvaise volonté de sa part, c'est là que les outils du Code forestier permettent au maire de rentrer sur la sanction pénale potentiellement ou la sanction administrative avec ce volet qui permet d'avoir
une mise en demeure de l'administré de faire, avec possibilité d'astreinte, ou après un pourvoi d'office, si cette mise en demeure, elle est elle-même pas suivie de fait. Après, par contre, il y aura toujours effectivement un problème du qui c'est qui paye quand on se retrouve à avoir des propriétaires qui sont non solvables ou des propriétaires, des propriétés sur lesquelles on a une personne qui est décédée depuis plusieurs années, une succession qui n'est pas encore véritablement consentie. Ça, c'est toujours une problématique. Merci beaucoup, Christophe, pour ces compléments très utiles et très précis. On a d'autres questions? Oui, j'apporte peut-être un complément de question à ce qui est évoqué en ce moment. La question, c'est un cabanon sans électricité en zone N, répond-il aux obligations? Ça pose la question de l'habitat diffus, voire illégal, qu'on trouve malheureusement de plus en plus fréquemment en forêt. Tout dépend. Enfin, moi, je pense qu'on entre dans un cas extrêmement précis, donc il faudrait avoir vraiment tout le contexte, à la fois juridique et, j'allais dire, de terrain. Mais je pense qu'on se situe un peu dans ce qui a été dit tout à l'heure. Soit on est sur une installation qui accueille des activités humaines ou qui peut être ponctuellement utilisée par des humains, avec en plus des voiries d'accès. Et à ce moment-là, si on est dans la bande de 200 mètres à proximité d'un massif, on pourrait considérer que c'est bien soumis à OLD. Si on est sur quelque chose qui est plutôt à l'abandon, qui n'a plus d'utilité, on entre plutôt dans la logique de ce qui a été dit sur la question des ruines, mais sous réserve d'avoir des éléments plus précis, je pense, sur cette question. Ça pourra faire l'objet de compléments sur la foire aux questions ou d'échanges écrits avec les spécialistes par la suite. Alors, il y a aussi quelques questions sur l'articulation entre les réglementations. Donc, comment s'articule la réglementation OLD et les réglementations concernant la protection de l'environnement, donc les zones humides, Natura 2000. Et deuxième question, un peu en lien, peut-on intervenir sur des sites Natura 2000 à proximité d'habitation sans avoir à faire d'études d'impact environnemental? Merci Clarisse pour ces questions. On a effectivement deux législations indépendantes et qui portent des enjeux distincts, mais qu'il faut arriver à concilier. D'un côté, la protection des milieux, la protection de la biodiversité, de l'autre côté, les obligations légales de débroussaillement qui du code forestier et qui visent finalement un objectif de sécurité publique. Et donc, il faut arriver à satisfaire les deux, ce qui n'est pas toujours simple. Alors, peut-être un premier temps de réponse que je vous pose, et ensuite on laissera sans doute Christophe Chantepie de l'ONF apporter des compléments. Tout d'abord, il faut choisir la bonne saison pour intervenir. Je crois que ça a été dit par monsieur Clément, le maire de Lirac tout à l'heure. Il y a vraiment lieu de privilégier l'intervention à l'automne, à l'hiver, en tout cas en dehors des périodes de reproduction de la faune et de la flore, en dehors de la protection des périodes de reproduction. Ensuite, on peut quand même intervenir jusqu'à fin mai, bien qu'on soit en période de production. À ce moment-là, il faut intervenir de manière sélective. Ça peut conduire à nécessiter à devoir déroger à l'interdiction de détruire des espèces protégées. Ça reste possible. C'est évidemment pas comment dire, une faculté qu'il faut utiliser de manière systématique ou trop massive, bien sûr, mais ça reste possible pour un motif de sécurité publique. Hein. C'est d'ailleurs l'article L 411-2 du Code de l'environnement qui le prévoit. Et sur ce sujet d'articulation finalement entre la réglementation sur la protection des espèces et les obligations légales de débroussaillement, je souhaitais aussi mettre à l'attention de tous qu'il y a un groupe de travail national qui est piloté par le ministère de l'écologie, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui revient très fréquemment dans les retours de terrain, et donc ce groupe de travail produira dans les semaines, dans les mois qui viennent, des conclusions dont on vous fera part. Voilà sur les principes un peu généraux, mais je laisse Christophe Chantepie préciser, compléter comme il souhaite. Merci. Donc oui, alors, en complément de ce qui a pu être indiqué par Johan Lacorte, c'est vrai qu'on a le calendrier d'intervention de travaux qui peut être justement un facteur qui permette de limiter l'impact que pourra avoir un débroussaillement sur un volet biodiversité au sens large. Après, en fonction des zonages qu'on peut avoir au niveau réglementaire, il y en a certains qui ont un impact direct sur les obligations légales de débroussaillement. C'est par exemple les sites inscrits, les sites classés, les périmètres de monuments historiques,
qui peuvent nécessiter une autorisation particulière pour pouvoir réaliser les obligations légales de débroussaillement, quand celle-ci nécessite la coupe d'arbres et la mise à distance d'arbres. Parce qu'il y a beaucoup d'arrêtés préfectoraux qui, dans les modalités d'exécution des débroussaillements, imposent le fait de mettre des arbres à distance, mais ce n'est pas le cas dans tous les départements. Il y a à peu près la moitié des départements en France où cette mise à distance des arbres n'est pas jugée comme étant nécessaire. Et donc, il n'y a pas forcément, dans ces cas de figure-là, d'obligation d'avoir une autorisation aussi des sites inscrits classés. La question particulière la portait sur Natura 2000. Les OLD ne sont pas soumises à évaluation d'incidence au titre de Natura 2000. Ça veut donc dire que ces opérations sont plutôt classifiées comme des opérations d'entretien et qui ne nécessitent pas d'avoir une évaluation stricte qui est faite avant d'être réalisée. Pour autant, en zone Natura 2000, il peut toujours être intéressant de s'attacher et se rapprocher de l'animateur Natura 2000 pour effectivement avoir des modalités peut-être particulières qui peuvent être réalisées, parce que très souvent, dans les arrêtés préfectoraux, il y a des modalités de débroussaillement qui peuvent être adaptées en pouvant conserver quelques petits îlots particuliers à droite, à gauche, ou pouvoir garder des arbres un petit peu comme on le souhaite. Je termine juste sur ce point en disant qu'il y a quand même un aspect essentiel à bien considérer dans la compatibilité entre débroussaillement et biodiversité, c'est que les deux sont véritablement compatibles. Et c'est l'incendie qui détruit la biodiversité, ce n'est pas le débroussaillement. Le débroussaillement, c'est une coupe de bois de temps en temps, c'est surtout un débroussaillement au sol et dans la strate semi-ligneuse, et ce n'est pas un défrichement non plus. On ne change pas la vocation forestière d'un espace. Un débroussaillement réalisé correctement, notamment à la bonne époque, permet d'ouvrir les milieux qui sont plus favorables à la biodiversité, peut-être que l'était le milieu fermé qui était présent avant. Et c'est des espaces sur lesquels toutes les espèces ubiquistes qui vont être beaucoup plus fréquentes sur les milieux ouverts vont pouvoir se développer. Et c'est bien l'incendie qui va détruire la biodiversité et pas le débroussaillement. Merci Christophe. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, j'imagine que oui. Oui, il y a beaucoup de questions. Sur la responsabilité des maires, donc de quels outils dispose le maire pour contrôler? Comment contrôler notamment le cas des toutes petites communes? Une commune s'interroge notamment sur la possibilité de disposer en mairie de la liste des personnes concernées par les OLD sur son territoire pour faciliter notamment le contrôle. J'ajoute, une commune est-elle habilitée à entrer sur une propriété privée? Il y a d'autres questions, mais peut-être qu'on fait d'abord celle-ci et puis… Merci Clarisse. Peut-être avant de passer la parole au ministère de l'Agriculture et puis aux spécialistes qui sont à distance, on l'a dit pendant la présentation, hein, l'IGN avec le ministère de l'Agriculture ont mis en ligne sur Géoportail la carte nationale des parcelles cadastrales qui sont soumises à obligation légale de débroussaillement. Donc c'est quand même un outil, je pense, facilement accessible et qui vous permet à vous, élus, et à vos services d'identifier de manière simple et sûre, en tout cas, oui, fiable, les parcelles qui sont soumises à obligation légale de débroussaillement. À partir de là, il est possible d'établir un plan de contrôle et en tout cas d'avoir une action ciblée. Un deuxième outil qui est mis à votre disposition, qu'on souhaitait rappeler, c'est le fonds vert qu'on a évoqué brièvement tout à l'heure, mais le fonds vert permet de financer des actions portées par des collectivités telles que l'établissement d'un système d'information géographique qui recense, oui, les obligations qui sont satisfaites, ou en tout cas qui permettent de suivre le respect par les propriétaires concernés de ces obligations. Et on a également souhaité pouvoir accompagner les communes qui souhaitent investir dans des systèmes de contrôle automatisés, ou en tout cas assistés par des moyens techniques. Voilà, donc ça c'est un premier élément de réponse d'ordre général, et je passe maintenant la parole alors d'accord, à la DDT, merci Elisabeth, à la DDT du Vaucluse qui peut avoir un éclairage intéressant sur ce sujet. Donc Jean-Noël Barbe qui est avec nous à distance. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc les directions départementales des territoires, hein, peuvent répondre aux demandes des collectivités. On dispose de cartes et de systèmes d'information géographique, hein, et on peut tout à fait répondre aux demandes. Après, évidemment, si toutes les communes des départements demandaient à toutes les DDT, ça serait compliqué, mais on peut tout à fait accompagner, et c'est bien l'objet, hein, de
nos missions. Donc, l'accompagnement des communes peut se faire. On peut tout à fait, dans le cadre aussi des missions d'intérêt général réalisées pour notre compte par l'Office national des forêts, solliciter les collègues pour qu'effectivement on puisse établir des jeux de cartographie ou du moins des listes pour qu'effectivement les collectivités puissent procéder au contrôle. Voilà. Donc ça existe, ça se fait assez régulièrement, hein, les collègues le font assez régulièrement. Merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, excusez-moi, juste sur la question précédente pour compléter ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'un maire peut d'office rentrer sur une propriété privée pour faire des travaux? Non. C'est-à-dire que là, on rentre, il y a une défaillance d'un propriétaire, et ça veut dire son terrain plus le terrain du voisin, c'est dans la limite des 50 ou 75 mètres. Le maire a une procédure à suivre, donc je vous disais tout à l'heure, en 12 étapes. Cette procédure, et je pense qu'on pourra en faire un résumé sur le site de l'AMF à destination de tous nos collègues pour qu'il y ait justement cette feuille de route. Procédure contradictoire, la première, elle dure à peu près 2 mois à partir du constat que ce n'est pas débroussaillé. C'est-à-dire qu'en gros, vous constatez que ce n'est pas débroussaillé, vous faites un rapport, vous donnez un mot au propriétaire, vous faites un constat. Si au bout de 2 mois, le constat fait que c'est toujours pas fait et que vous êtes à la fin de la procédure contradictoire, vous prenez un arrêté de mise en demeure de débroussailler. Vous laissez encore généralement un mois de délai. Si au bout d'un mois, rien n'est fait, vous passez au PV d'infraction. Et là, vous saisissez les marchés publics pour éventuellement faire le devis de ce que ça coûterait de saisir une entreprise qui agira au nom de la ville pour le faire à sa place. Mais vous ne pouvez toujours pas le faire d'office. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez notifié l'arrêté d'exécution des travaux propriétaires, il peut toujours s'exécuter. Et vous devez encore attendre 1 mois. Si vous êtes toujours face à quelqu'un qui est réticent, vous pouvez, après, vous devez saisir le juge des référés auprès de votre tribunal judiciaire pour qu'il vous autorise à rentrer sur le terrain. Vous ne pouvez pas rentrer sur un terrain sans que vous n'avez pas la décision du juge. Donc, c'est pour ça que mis bout à vous, si vous êtes face à quelqu'un qui ne veut pas faire, c'est 7 à 8 mois de procédure. Mais vous ne pouvez en aucun cas rentrer sur un terrain comme ça. C'est le respect de la propriété de la vie privée. C'est pour ça qu'il est important d'avoir vraiment ce fil à suivre parce qu'on peut vite s'y perdre et ça peut vite couper la saison pour laquelle on agit. Et malheureusement, et ça c'est la bonne nouvelle, on doit recommencer ça tous les ans. Et ce n'est pas parce que vous avez fait un arrêté pour l'année N qu'il joue à N+1. Une fois que vous avez fait l'année N et que c'est débroussaillé, l'année suivante, rebelote. C'est peut-être ça aussi qu'il faudra qu'on fasse évoluer dans la législation. Oui, merci Monsieur le maire. Alors peut-être du coup, je me permets d'ajouter deux éléments de précision. Le premier, c'est que le débroussaillement, il y a plusieurs sortes de débroussaillement. Il peut y avoir le débroussaillement initial, où là, effectivement, les travaux de débroussaillement peuvent être assez lourds. Et en général, il est recommandé de faire appel, en tout cas selon les terrains, selon la densité de végétation, il peut être nécessaire de faire appel à des professionnels. Et après, il y a l'entretien de ce débroussaillement qui est généralement plus limité, en tout cas pas de même nature. Après, il y a aussi la possibilité, pour des enjeux particuliers, lorsqu'il y a un motif d'intérêt général ou un motif de sécurité publique particulier, il y a la possibilité pour les collectivités de prendre une déclaration d'intérêt général et sur la base de l'article L151-36 du Code rural, d'effectuer à ses frais des travaux de débroussaillement, y compris lorsqu'ils sont réalisés sur des fonds privés, sans faire d'ailleurs reporter la charge financière sur les propriétaires concernés. Alors je pense que c'est un outil qui est relativement méconnu, mais que me rappelait dernièrement un collègue de DDT, et qui peut permettre donc, non seulement d'intervenir de manière ciblée sur des enjeux ciblés, mais parce qu'il y a un intérêt général ou un motif de sécurité publique, et d'autre part de répondre en tout cas partiellement à l'enjeu que soulignait tout à l'heure le maire de l'Irak, mais qui était que parfois le débroussaillement est hors de portée pour des propriétaires avec des revenus modestes. Voilà. Donc ça permet d'apporter un élément de réponse, et bien sûr, Sébastien Leroy l'a rappelé tout à l'heure, il y a des travaux par les parlementaires qui sont en cours sur ces sujets, notamment à travers de la proposition de loi du Sénat. Je ne sais pas si en salle, d'autres personnes souhaitent apporter des compléments sur ce point. On peut passer du coup aux questions suivantes. Oui, alors un champ de questions sur la responsabilité des maires, notamment pénale. En cas de dégâts importants, voire même d'accidents humains, qui porte la responsabilité du non-débroussaillement d'un terrain
privé? Est-ce le maire ou le propriétaire du terrain? Et un maire doit-il tenir un registre des transferts de responsabilité, c'est-à-dire refus, non-réponse du propriétaire dans les délais impartis? Alors là aussi, je pense qu'on est enfin, sur le fait dans quel cas la responsabilité est transférée. Je pense que ça dépend évidemment du cas d'espèce. Donc, on peut difficilement faire une réponse générale, mais ça a été, je pense, tout à l'heure souligné et à juste titre par Sébastien Leroy. Potentiellement la responsabilité du maire qui est responsable au titre de la loi du contrôle de la satisfaction des OLD, potentiellement la responsabilité du maire est engagée en cas de défaillance dans l'exercice de cette mission qui lui est confiée. Alors après, bien sûr, si on a un propriétaire qui lui-même n'a pas satisfait à ses obligations, la responsabilité du propriétaire lui-même est vraisemblablement engagée. Et pardon Françoise, alors je ne sais pas si après les collègues du ministère de l'Agriculture souhaitent apporter des précisions sur cette réponse, mais d'ordre général, un peu nécessairement. Oui, sur le problème de transfert de responsabilité, c'est le code forestier l'indique. La problématique, comme vous le soulignez la question, c'est comment est-ce que l'on acte ça et comment on trace ça. C'est-à-dire, effectivement, comment est-ce qu'on trace le refus d'un voisin, entre guillemets, de laisser pénétrer celui qui doit débroussailler au titre du code forestier. Et effectivement, je pense que la notion de registre qui est évoquée là est peut-être judicieuse parce que effectivement, il faut bien tracer par un écrit, à un moment ou à un autre, ce transfert de responsabilité pour le débroussaillement. Et ça, c'est effectivement pas décrit complètement dans la loi, notamment en termes de modalités. Voilà. Donc, ça fait partie effectivement des points sur lesquels la FNCOFOR notamment avait pas mal travaillé pour effectivement formaliser. Voilà. Et du coup, en complément, nous, on va essayer, dans la mesure du possible, de mettre au point un CERFA pour essayer effectivement d'avoir une trace papier de l'accord ou pas de l'accord du voisin dans ce cadre-là pour justement assurer une traçabilité de la responsabilité. Merci Lionel. Après, je me permets aussi de rappeler sur ces questions de responsabilité pénale qui peuvent potentiellement être lourdes. Ça a été d'ailleurs démontré par l'intervention du maire de l'Irak. Normalement, le juge n'engage, enfin, il n'y a pas nécessairement une obligation de résultat. Il peut y avoir des obligations de mise à disposition des moyens raisonnables. Et en tout cas, le juge prend en compte l'action qui a été raisonnablement conduite par l'ensemble des personnes qui doivent intervenir dans la chaîne de sécurité. Et on n'est pas, comment dire, responsable de manière illimitée parce qu'on se voit attribuer une compétence par la loi de contrôle. Je permets juste de faire cette précision. Est-ce qu'on a d'autres questions Oui, une question assez générique. Le maire de l'Irak a abordé la question de la sensibilisation de sa population à travers des actions qu'il mène sur sa commune. Mais plus largement, comment acculturer les Français au sujet? Je prends souvent l'exemple de la crise Covid. Nous avons tous appris les gestes barrières en quelques semaines ou quelques mois. Comment acculturer les populations, les touristes qui vont sur les zones à risque? Comment faire? Alors, merci pour cette question. Je propose de passer la parole à Yves Ogdet, qui est le sous-directeur de la gestion des crises et de la préparation des crises, peut-être pour dire 2 mots sur les actions que nous menons en interservice sur la journée nationale de la résilience, par exemple. Oui, merci Johan. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, la journée nationale de la résilience qui s'est déroulée le 13 octobre 2022 est un point d'orgue qui peut permettre à l'ensemble des territoires de permettre une acculturation, une sensibilisation, une information, une formation. En tout cas, c'est le moment qui permet à tous de faire en sorte que l'ensemble de la population soit avertie et soit alerte des bons gestes et des bons comportements à développer pour éviter la survenue d'événements majeurs comme le risque d'incendie, feu de forêt. Donc,
on voit bien qu'on a un enjeu qui est devant nous, qui est de permettre à l'ensemble de la population de connaître le risque qu'il génère, mais aussi le risque qui l'environne. Et parmi le risque qu'il génère, il a celui qui est relatif à sa propriété et dans ce cadre-là, l'obligation légale de débroussaillement. Donc, on a un enjeu collectif que de celui de faire connaître la nature du risque et de faire connaître les éléments permettant de réduire le risque à la source. Donc, cette journée de la Journée nationale de résilience qui a été mise en place pour la première fois en 2022, va se réitérer en 2023, puis on va essayer d'accroître l'ensemble des acteurs qui sont associés à cet événement, et on est en train de construire en interministériel, que ce soit la partie ministère de la Transition écologique, que ce soit effectivement l'éducation nationale, mais également les collectivités locales. On cherche à embrasser un large spectre d'acteurs qui permettrait ainsi de sensibiliser l'ensemble de la population sur tous les risques, et particulièrement sur la partie sécurité civile et gestion de crise, le sujet feu de forêt, qui est pour nous un événement majeur parce qu'il se situe au moment critique de l'été, là où effectivement il y a d'autres événements majeurs qui peuvent se produire, comme la canicule, la sécheresse. Et donc, on a des moments de conjugaison des risques qui sont tout à fait importants d'anticiper. Merci beaucoup Yves, et effectivement un peu de publicité si on peut se le permettre, mais cette journée nationale de la résilience l'an dernier a suscité 1800 actions sur l'ensemble du territoire national, non seulement en Hexagone, en Corse, mais aussi dans nos Outre-mer, et c'est vrai que pour cette première édition c'était un succès, et on souhaite vraiment que les initiatives telles que celle du maire de l'Irak puissent se mobiliser aussi pour cette journée, bien évidemment aussi tout au long de l'année, ça va de soi. Est-ce que nous avons d'autres questions? Un faisceau de questions, nous l'avons déjà plus ou moins abordé, mais sur les aides aux particuliers, aides aux communes pour réaliser ces travaux, et quelques suggestions, vous l'avez évoqué, FCTVA sur les opérations, crédit d'impôt, etc. Donc, on a bien précisé que là, on était plutôt dans le champ prospectif et législatif à ce jour, avec la proposition de loi qui est en cours d'examen. Mais en tout cas, aide aux particuliers, aide aux communes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui existe? Merci Françoise. Alors effectivement, en l'état actuel du droit, les possibilités d'aide sont relativement limitées puisque finalement il s'agit d'une obligation légale et que nul n'est censé ignorer la loi. Bon, et donc aujourd'hui, moi je me permets de rappeler à nouveau l'existence du fonds vert qui permet de soutenir un certain nombre d'actions, alors pas d'accorder des aides à des propriétaires privés pour satisfaire l'obligation de débroussaillement. En revanche, ce qui est envisagé par le Sénat, parce qu'effectivement, c'est une question qui revient assez souvent lorsqu'on s'intéresse à ce sujet, et les acteurs de terrain, dont vous, les élus, l'ont fait remonter aux sénateurs. Donc, la commission spéciale présidée par M. Bacci, ou Bassi, pardon, si j'écorche son nom, envisage donc un certain nombre de mesures, notamment un crédit d'impôt, et également il y a d'autres mesures d'aide, alors plutôt à destination des SDIS, mais d'exonération d'une certaine fiscalité pour faciliter l'acquisition de moyens de lutte. Voilà, donc on est sur, à ce stade, je pense, une réponse un peu générale, mais le travail parlementaire se poursuit. Et je crois pouvoir dire, y compris à la place qui est la mienne, que le gouvernement soutient tout à fait cette initiative, enfin, cette proposition de loi qui vraisemblablement aboutira dans des délais prochains. Alors, il y a aussi des questions sur la campagne à proprement parler. Donc, comment ont été sélectionnées les personnes concernées par le Publipostage? Serait-il possible d'avoir la liste des habitations concernées? Alors, la liste des habitations concernées, eh bien, ça fait 2,3 millions d'enregistrements, donc c'est peut-être un peu beaucoup. En revanche, pour répondre précisément à la question, on a établi justement avec le ministère de l'Agriculture et l'IGN une carte qui permet de déterminer quelles sont les parcelles cadastrales concernées par les obligations légales de débroussaillement. Et à partir de cette carte, on a extrait les adresses correspondantes. Ça a permis ensuite, en relation avec notamment la Poste, avec laquelle nous avons travaillé, d'identifier les adresses concernées et d'adresser par du boitage cette plaquette donc à destination des résidents. Alors,
vous voyez, il y a un petit écart entre le résident qui est dans un lieu soumis à obligation légale de débroussaillement et le propriétaire sur qui pèse l'obligation et qui doit la satisfaire. Alors, on n'a pas pu, pour des raisons notamment de respect de la vie privée, accéder à l'identité du propriétaire, mais au travers des résidents. Pour autant, on pense qu'on touche quand même l'essentiel des publics concernés. Et par ailleurs, l'État, enfin en tout cas les services de l'État, envisagent des courriers à destination des propriétaires ou gestionnaires d'infrastructures, selon, qui sont concernés par les obligations légales de débroussaillement, ce qui permettra là aussi de rappeler les enjeux de sécurité liés à ces obligations. Ah pardon, je comprends qu'on a vu l'essentiel des questions. Merci à Clarisse Durand et à Françoise Alric pour avoir sélectionné en temps réel toutes ces questions. Il y en avait de nombreuses. Je me permets d'ajouter que, comme on s'y est engagé, on regardera l'ensemble des questions qui ont été posées. On s'assurera que toutes reçoivent une réponse adaptée au travers de la foire aux questions que nous mettrons en ligne sur les sites de l'AMF, de la FNCOFOR et les sites internet de l'État. Je crois que nous arrivons au terme de ce temps de questions-réponses, monsieur le maire. Écoutez, je pense effectivement que nous en sommes au terme. Donc, si plus personne n'a de questions, déjà, moi, je tiens à vous remercier encore une fois pour votre participation, remercier tous les représentants de l'État avec lesquels les maires doivent travailler étroitement dans leur territoire. Je vous sensibilise encore, mes chers collègues, sur la nécessité impérieuse, parce que tout à l'heure, il y avait une question sur la judiciarisation de notre société. Sachez qu'aujourd'hui, quand vous serez devant un juge, tout dépendra de ce qui s'est passé. Si vous êtes sur un sinistre de petite ampleur, on vous dira, bon, vous avez une obligation légale. Si maintenant vous êtes sur un désastre avec des victimes, malheureusement, le maire sera non pas présumé innocent, mais présumé coupable. Ça, je vous le dis de ma casquette d'avocat. Il y a une considération de l'élu aujourd'hui devant le système judiciaire qui n'est pas du tout objective et parfois neutre. Donc, il est très important de s'y impliquer, d'y participer. Très important, ça a été dit, d'acter par écrit toutes les étapes, y compris les réunions de quartier, les réunions de sensibilisation, tout compte pour démontrer que vous avez introduit la culture du risque. Aujourd'hui, la culture du risque de la population est en train d'être transférée sur l'élu local. Là aussi, c'est important. Et les campagnes qui sont menées aujourd'hui sur le débroussaillement de l'État, eh bien, aujourd'hui, c'est vous, en réalité, qui en avez la charge sur le territoire. Donc, nous, le groupe de travail risque à l'AMF va, comme ça a été très bien dit, regrouper toutes les questions pour vous apporter réponse. On va aussi mettre en ligne un résumé de la procédure de débroussaillement pour que tout le monde l'ait en tête et voie un peu les étapes différentes à franchir. Je vous invite aussi à consulter, à bien vous approprier les documents de sensibilisation que sont les PPRI, PPRI de forêt, PPRI inondation aussi naturellement, ne les oublions pas. Ce sont vraiment des choses que vous devez maîtriser parfaitement, y compris pour vos réunions de quartier, pour la sensibilisation de vos citoyens, encore une fois en traçant tout. Ça, c'est essentiel quand vous devrez rendre des comptes. Seuls des écrits resteront. Tout le reste n'est que philosophie et ne vous aidera pas. Donc là-dessus, soyons très rigoureux. Sur les aides financières, donc, comme cela vous a été dit aujourd'hui, il y a une réflexion parlementaire qui est en cours et il est important qu'elle aille au bout et que l'AMF joue son rôle. Il n'y a pas aujourd'hui véritablement d'aide financière. Sur le fonds vert, j'espère qu'on arrivera à avoir des éléments. Alors là, je m'adresse aussi à la DGPR. Nous, aujourd'hui, les informations qu'on a, c'est plutôt des projets structurels. Là, on est dans de la dépense de fonctionnement, mais naturellement, si on peut avoir une assistance, là, je pense à toutes les villes de petite taille qui, malheureusement, elles sont soumises parfois à des territoires très vastes et sont un peu seules face à des masses de dépenses incommensurables. Donc, ça sera vraiment essentiel d'y arriver. Mais voilà, ce genre d'échange aujourd'hui me paraît vraiment la pierre de base pour avancer. Et n'oubliez pas, encore une fois, j'insiste, je suis peut-être redondant, mais il le faut, en tant qu'élu, vous êtes au centre de tout et de la mise en œuvre de la protection de votre territoire. Ça, je pense qu'on ne le dira jamais assez. En tout cas, je vous remercie encore tous pour votre participation et puis j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour avancer concrètement. Merci à vous, bonne journée. Et puis encore une intervention, bien sûr. Je les salue et vous les remercie. Merci à tous. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.